Bonjour chers étudiants, aujourd'hui nous abordons le sujet des vomissements chez l'enfant, destiné aux étudiants de la 5e année médecine, module de pédiatrie. Vers la fin du cours, l'étudiant doit connaître les vomissements et donc éliminer ce qui n'est pas vomissement chez l'enfant. Dès la réception de l'enfant vomisseur, on doit confirmer qu'il s'agit vraiment du vomissement et pas du tout autre chose. Donc, on va voir les diagnostics différentiels. Deuxième objectif, il doit évaluer la gravité des vomissements chez l'enfant en cherchant les signes cliniques de gravité qui peuvent être en rapport avec la pathologie en cause, ou bien en rapport avec le retentissement des vomissements, soit sur l'état d'hydratation avec des signes de déshydratation, sur l'état nutritionnel avec signes de malnutrition, surtout pour les vomissements chroniques, sur l'état respiratoire avec pneumopathie d'inhalation ou parfois sur l'état général de l'enfant. Ça, c'est très important parce qu'en présence des signes de gravité, ça représente une extrême urgence thérapeutique. Et dernier objectif, c'est de tracer une enquête étiologique réussie pour ressortir un diagnostic. Devant un enfant vomisseur, qui consulte pour vomissement comme symptôme principal, on doit réaliser cette enquête étiologique et chercher l'étiologie de ces vomissements qui peut aller d'une cause bénigne à une extrême urgence médicale ou chirurgicale. Et tout enfant vomisseur nécessite une recherche étiologique minutieuse de la cause de ces vomissements avant toute prescription de traitement de soulagement ou bien de traitement antiémétique. L'épisode de vomissement se définit comme étant le rejet du contenu gastrique et ou intestinal s'accompagnant de contractions musculaires abdominales d'un antipéristaltisme gastrique. Donc, le vomissement est un phénomène actif qui fait participer la musculature abdominale et le diaphragme. Quel est l'intérêt de la question? Il s'agit d'un motif de consultation très fréquent, donc il y a un intérêt de fréquence. Pratiquement plus de 2/3 des enfants consultants au niveau des urgences pédiatriques présentent des vomissements. Un intérêt de diagnostic étiologique dont les étiologies sont multiples, allant des causes bénignes, par exemple rhinopharyngite chez l'enfant, aux grandes urgences médicales, par exemple acidocétose diabétique ou chirurgicale, donc un abdomen chirurgical. Et pour cette raison, il y a une indication très large des explorations paracliniques. Troisième intérêt, celui de la gravité par le risque de retentissement sur l'état général, l'état d'hydratation, l'état nutritionnel, l'état respiratoire de l'enfant. Il y a aussi un intérêt de prévention qui se trouve dans quelques situations, citant le reflux gastro-œsophagien, par exemple, et les erreurs diététiques. Je passe à un petit rappel physiologique sur le déroulement d'un épisode de vomissement. Le vomissement se déroule selon les étapes suivantes. Une première étape, c'est la fermeture du pylore. Une deuxième étape de contraction gastrique. C'est l'estomac qui se contracte pour avoir un antipéristaltisme gastrique. Une troisième étape, c'est une inspiration suivie d'une fermeture de la glotte. Quatrième étape, c'est la contraction de la musculature diaphragmatique qui va permettre donc l'ouverture du cardia et donc l'évacuation du contenu gastrique en dehors de l'estomac. C'est l'épisode de vomissement. Alors, ce vomissement est sous la régulation bulbaire. Le centre de régulation des vomissements se trouve au niveau du bulbe et qui est formé de deux parties, un centre chémorécepteur et un centre moteur. Le centre chémorécepteur, il est sensible aux différents stimuli, surtout chimiques, tels que médicaments, métabolites endogènes, incitation labyrinthique aussi. Et le centre moteur, il est incité par les influx venant du cortex cérébral et venant aussi des viscères digestifs. Donc, toute douleur vive chez l'enfant peut entraîner des vomissements. Ça, c'est très important. Je passe au troisième chapitre, diagnostic positif des vomissements. Généralement, il est très facile si on assiste à l'épisode, mais parfois, on trouve difficulté si cette notion est rapportée par les parents. Et dans ces cas-là, on doit bien entendre la description de l'épisode de vomissement rapporté par la mère. Et on doit essayer d'éliminer ce qui n'est pas vomissement au moindre doute.
Pour le diagnostic différentiel, avant de retenir le diagnostic des vomissements, on doit éliminer quelques situations qui peuvent poser un diagnostic différentiel avec eux. Citons les régurgitations, situation très fréquente chez le nouveau-né et les jeunes nourrissons, qui se définit par le rejet peu abondant, postprandial, surtout précoce, sans effort, s'accompagnant des éructations, qui est favorisé surtout par le changement de position chez les jeunes nourrissons. Les régurgitations sont considérées comme physiologiques durant les premiers mois de vie, qui évoluent favorablement en rapport avec l'immaturité du système anti-reflux, surtout du sphincter inférieur de l'œsophage. Le myricisme, c'est la remontée volontaire ou automatique des aliments avec ou sans mastication ultérieure pour être recraché à nouveau dégluté. C'est généralement un contexte, ça se voit dans un contexte psychologique familial très perturbé. C'est l'apanage surtout des adolescentes. La vomique, c'est l'expectoration brutale, abondante de pus, de sang, de sérosité avec débris de membrane, généralement le contenu est hétérogène, provenant d'une cavité naturelle ou néoformée au niveau pulmonaire qui s'évacue dans une branche qui draine son contenu. Généralement, la cause la plus fréquente est représentée par le kystidatique pulmonaire rompu. Citons les pseudo-vomissements qui sont d'origine œsophagienne, qui surviennent surtout postprandial précoce, parfois même postprandial tardif, qui sont en rapport avec un obstacle œsophagien, que ce soit une atrésie de l'œsophage, une stynose œsophagienne qui fait suite à une ingestion de caustique, ou bien une œsophagite peptique très avancée, stade très avancé, ou bien un mégaœsophage, donc une achalasie. Dès qu'on suspecte cette origine œsophagienne suite à l'interrogatoire qui rapporte la notion donc d'une dysphagie associée, parfois la sensation de blocage des aliments au niveau de l'œsophage chez le grand enfant, mais chez le nourrisson, le diagnostic est parfois difficile. On fait attention aux cris associés au cours de la prise alimentaire. Après avoir éliminé ce qui n'est pas vomissement, on passe au diagnostic de gravité dans lequel on doit chercher les signes de gravité cliniques. On peut avoir un retentissement sur l'état hydroélectrolytique avec signes de déshydratation, notamment une perte pondérale chiffrée, un pli cutané persistant de déshydratation, les yeux excavés hypotoniques, fontanelle antérieure déprimée, sécheresse du muqueuse, etc. Mais attention, en présence des vomissements chroniques, cherchez les signes d'hypocalémie et l'alcalose métabolique par la pratique d'un bilan parce que ces deux signes représentent un critère de gravité des vomissements chroniques. On cherche aussi le retentissement sur la fonction respiratoire. Quand on est devant un nourrisson qui présente en plus au vomissement une détresse respiratoire avec parfois des signes de lutte, voire crépitant ou ronflant à l'auscultation, dans cette situation, pensez à une bronchopneumopathie d'inhalation et pratiquez une radiographie du thorax. Mais attention, devant des infections bronchopulmonaires à répétition chez un nourrisson vomisseur chronique, ça peut être en rapport avec les vomissements chroniques. Et surtout, c'est une composante extra-digestive du reflux gastro-œsophagien chez le nourrisson. On cherche également le retentissement sur l'état nutritionnel devant les vomissements chroniques. Un type d'amaigrissement chiffré, retard de la croissance avec une stagnation, voire ralentissement de la courbe de croissance, fonte du panicule adipeux, de la masse musculaire, et surtout dans les situations de vomissement chronique. En présence d'un retentissement nutritionnel, ça représente un critère de gravité des vomissements chroniques. Il s'agit dans cette situation d'une pathologie organique sous-jacente qui nécessite des explorations paracliniques poussées afin de prendre en charge précocement le nourrisson et éviter l'aggravation de cet état de malnutrition. La gravité pourrait être liée à l'étiologie en elle-même. Dans cette situation, il n'y a pas de signe de retentissement, mais on trouve des signes de gravité en rapport avec l'aspect ou l'évolution des vomissements. Citons la situation des vomissements sanglants. En cas de vomissement suivi par hématémèse, ça représente un signe de gravité parce qu'il y a un saignement extériorisé qui nécessite une évaluation. On cherche le retentissement de ce saignement par la pratique d'un hémogramme, voire on indique en urgence une fibroscopie digestive haute pour localiser le saignement. Ça peut être en rapport avec l'aspect des vomissements bilieux, surtout chez le nouveau-né. Ça représente une urgence chirurgicale jusqu'à preuve du contraire. Parfois, ce sont des vomissements fécaloïdes
Et donc, la gravité liée à la cause de ces vomissements qui est le syndrome occlusif chez l'enfant. Parfois, ce sont des vomissements en jet faciles matinaux qui nous orientent d'emblée vers une hypertension intracrânienne qui représente aussi une urgence diagnostique et thérapeutique. Sur le plan, devant les signes cliniques de retentissement, on demande des explorations paracliniques. En cas d'état de malnutrition, pratiquer un bilan nutritionnel complet. En présence d'un retentissement sur l'état d'hydratation, demander un ionogramme sanguin associé d'un bilan rénal afin d'évaluer sur le retentissement sur la fonction rénale. En présence des vomissements avec des signes de gravité liés à l'étiologie, demander un abdomen sans préparation. En cas de suspicion d'abdomen chirurgical, demander un hémogramme, une fibroscopie digestive haute en cas de vomissement avec hématémèse, etc. On passe maintenant au diagnostic étiologique. Un enfant vomisseur nécessite toujours une recherche étiologique de ses vomissements avant toute prescription de traitement symptomatique. Ça, c'est très important. Et ça se fait à travers une enquête étiologique détaillée en suivant les 3 étapes suivantes. Un interrogatoire pertinent, un examen clinique minutieux et on complétera par des explorations paracliniques ciblées. Je commence par l'interrogatoire dans lequel on doit chercher quelques signes d'orientation. Citant premièrement, on note l'âge du malade. Est-ce qu'on est devant un nouveau-né, nourrisson ou grand enfant? Parce que les étiologies diffèrent selon l'âge. On précise le caractère des vomissements. Est-ce que ce sont des vomissements d'apparition précoce avant, dès les premiers jours de vie ou bien après un intervalle libre par rapport à la naissance? Ça, c'est capital. Avant toute prise alimentaire ou bien après début de l'alimentation lactée chez le nouveau-né. Est-ce que ce sont des vomissements d'apparition aiguë ou bien progressifs qui s'aggravent dans le temps? Est-ce que ce sont des vomissements de petites quantités qui se répètent ou bien ce sont des vomissements de grandes quantités, surtout postprandiaux tardifs? Ça nous oriente vers une sténose au niveau du tube digestif, surtout la sténose hypertrophique du pilaire. Le caractère de ces vomissements, est-ce que ce sont des vomissements en jet faciles? Ça nous oriente beaucoup plus vers une hypertension intracrânienne ou bien après des efforts, plusieurs efforts, suivis par l'émission des vomissements striés du sang, syndrome de Mallory-Weiss, ou bien associé à un facteur déclenchant, donc notamment facteur émotionnel ou bien changement de la diététique. Ça, c'est très important, comme il y a une grande valeur d'orientation. La nature des vomissements, est-ce que ce sont des vomissements alimentaires? Est-ce que ce sont des vomissements sanglants qui contiennent des stries du sang, voire carrément des hématémèses? Est-ce que ce sont des vomissements bilieux ou fécaloïdes? Parce que la nature des vomissements oriente vers l'étiologie. Donc, fécaloïde, c'est une obstruction basse, bilieux, obstruction haute, sanglant, donc il y a un saignement sous-jacent, donc généralement c'est un critère de gravité, etc. L'horaire des vomissements par rapport au repas, est-ce que ce sont des vomissements postprandiaux précoces ou bien tardifs, ou bien ce sont des vomissements anarchiques sans aucune relation avec les repas? Les horaires dans la journée, est-ce que ce sont des vomissements surtout matinés, durant la matinée, ou bien ce sont des vomissements qui surviennent vers la fin de la journée, ou bien ce sont des vomissements qui évoluent sur toute la journée? On passe troisièmement à la diététique du nourrisson. On précise la diététique du nourrisson, notamment la nature de la première alimentation. Est-ce que c'est un allaitement maternel ou bien artificiel? En présence d'un allaitement artificiel, on précise les modalités de préparation des biberons et la quantité donnée au nourrisson. On cherche la composition du repas, notamment pour les nourrissons diversifiés, et les modalités de préparation, la notion d'introduction d'un nouveau aliment, notamment pour les protéines bovines et pour les farineux avec gluten, et la relation entre l'apparition des vomissements et l'introduction des nouveaux aliments dans la diététique du nourrisson. Ce sont des signes très importants à chercher parce qu'ils ont une grande valeur d'orientation. On cherche également le contexte clinique d'apparition des vomissements en présence d'un contagion infectieux avec plusieurs autres cas similaires dans la fratrie ou dans l'entourage de l'enfant. Ça nous oriente vers une situation toxi-infection alimentaire. On cherche aussi la notion de prise médicamenteuse ou de toxique qui peut expliquer ces vomissements. Attention aux intoxications, c'est un piège diagnostique parfois en présence des vomissements inexpliqués, surtout chez le grand enfant. Chercher l'intoxication médicamenteuse. On cherche
cherche en plus à l'interrogatoire les signes d'accompagnement, notamment l'appétit de l'enfant. Est-ce que c'est un appétit conservé, exacerbé ou bien c'est un nourrisson ou un enfant qui est très anorexique? L'appétit a une valeur d'orientation. Le comportement, est-ce que c'est un enfant qui présente une agitation, une irritabilité associée qui peuvent nous orienter vers une origine centrale du vomissement ou parfois une intoxication médicamenteuse, mais généralement ce sont les causes neurologiques. Dans cette situation, cherchez d'autres troubles neurologiques associés et orientez vos explorations paracliniques. On cherche aussi à l'interrogatoire la présence d'autres signes digestifs associés, notamment les caractéristiques du transit, ça c'est capital. Toujours devant tout vomissement, préciser la qualité du transit. Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il y a un arrêt des matières? Est-ce qu'il y a une diarrhée associée? Parce que l'association vomissement-diarrhée a une valeur d'orientation, vomissement plus constipation a une autre valeur d'orientation. Météorisme abdominal, douleur ou hémorragie digestive rapportée par les parents. Autre signe, en dehors de l'appareil digestif, cherchez les douleurs thoraciques. Odeur cétonique de la laine, signes infectieux, fièvre surtout qui ne baisse pas, les signes d'HSI, une altération de l'état général, etc. Tous ces signes doivent être cherchés à l'interrogatoire en posant des questions ciblées aux parents afin d'avoir une orientation. Généralement, vers la fin de l'interrogatoire, on aura une orientation étiologique dans plus de 50% des cas et on complétera par l'examen clinique minutieux, voire les explorations paracliniques si nécessité. Après notre interrogatoire pertinent, on passe à la deuxième étape de l'enquête étiologique qui est l'examen clinique, qui doit être complet et minutieux. Généralement, selon les signes d'orientation rassemblés à partir de l'interrogatoire, on commence par l'appareil d'appel. En présence des signes digestifs associés au vomissement, on commence par l'examen de l'appareil digestif. En présence des signes neurologiques associés, on commence par l'examen neurologique, etc. Donc, l'essentiel, notre examen doit être complet et minutieux. Bien sûr, en plus à l'évaluation de l'état général, en présence d'une altération de l'état général ou bien des signes de complications associées. Donc, cet enfant présente des signes de gravité et nécessite une hospitalisation plus prise en charge en urgence. On doit d'abord stabiliser l'enfant et traiter dans ce cas-là donc la situation d'urgence, puis réexaminer l'enfant. En absence de signes de gravité, il faut faire un très bon examen clinique, appareil par appareil, examen de la tête et du cou, chercher la présence ou non d'une raideur méningée, par exemple, d'un torticolis, des troubles ophtalmiques, examen pleuropulmonaire, chercher les signes de détresse respiratoire, la présence des signes évocateurs d'une pneumonie, examen cardiovasculaire, est-ce qu'il y a une irrégularité du rythme, est-ce qu'il y a un souffle, donc fébrile surtout, ça évoque une origine infectieuse. Est-ce qu'il y a une bradycardie, etc. Examen urogénital, chercher les signes d'appel d'une infection urinaire, vérifier les caractéristiques de la diurèse. Cet enfant est olégurique, polyurique, attention, polyurie, donc ça peut être métabolique, ça peut être un diabète. Examen osseo-articulaire, chercher les signes d'appel d'une ostéite, d'une ostéoarthrite, surtout chez les jeunes nourrissants. Parfois, c'est un nourrisson qui présente des vomissements, fièvre avec des cris incessants. Faites mobiliser les articulations. Cherchez une éventuelle arthrite sous-jacente. Surtout l'arthrite de la hanche du nourrisson, parfois, ça donne une douleur avec des cris incessants. Et si on n'examine pas minutieusement, on trouve pas donc cette origine de l'infection. Examen neurologique, signes d'HSI, signes neurologiques de localisation, agitation, etc. Examen ORL, examen de la gorge. Est-ce qu'il y a une angine, une rhinopharyngite, une otite associée? Un autre examen digestif qui est aussi très important, donc la palpation de l'abdomen. Est-ce qu'il y a une masse palpable? Est-ce qu'il y a un abdomen? L'abdomen il est sensible, signe de sensibilité, il est contracté ou pas? Ça c'est très important. Notre examen a pour intérêt d'éliminer rapidement, dès la réception de l'enfant, une éventuelle urgence médicale ou chirurgicale. Après avoir réuni les critères les paramètres de l'examen clinique, en plus aux paramètres de l'interrogatoire, on aura certainement une orientation et ça va nous permettre d'éliminer rapidement une éventuelle urgence médicale ou chirurgicale qui nécessite une prise en charge en urgence en milieu hospitalier. En absence de signes de gravité, avec une pathologie bénigne sous-jacente
présente évidente, dans ces cas-là, on peut retenir tel ou tel diagnostic et mettre l'enfant sous traitement. Mais en présence des signes de gravité, dans ce cas-là, l'enfant doit être hospitalisé et au terme de notre examen clinique, on demande les explorations paracliniques bien orientées en cas de nécessité. Citant biologiquement, par exemple, l'hémogramme, bilan inflammatoire, un bilan infectieux selon l'orientation clinique, surtout en présence des vomissements dans un contexte fébrile, hémoculture, OCBU, chimie des urines, une ponction lombaire en cas de signe d'HIC avec un syndrome méningé fébrile, comproparasitologie des selles, etc. En cas d'orientation métabolique, surtout pour les vomissements dans un contexte apéritique avec douleur abdominale minime sans urgence chirurgicale, je demande une glycémie, un bilan rénal, un ionogramme sanguin. En cas de forte suspicion d'une urgence chirurgicale, je demande une radio de l'abdomen sans préparation plus avec chirurgie. Parfois une échographie abdominale, surtout chez les jeunes nourrissants. Attention à l'invagination intestinale aiguë. Le diagnostic se fait par l'échographie. En cas de trouble du rythme ou bien je complète par un ECG. En cas de forte suspicion d'une épilepsie, je complète avec vomissement plus crise d'épilepsie, voire parfois la forme d'épilepsie abdominale, je complète par un EEG. L'imagerie cérébrale en cas d'HIC ou bien troubles neurologiques centraux, etc. Vous voyez la série des explorations paracliniques très détaillé. Donc, on les demande en fonction de l'orientation. On ne peut pas demander toutes les explorations à la fois, mais on demande des explorations bien ciblées selon les résultats de notre examen clinique. Parfois, on ne demande aucune exploration parce que le diagnostic est évident dès l'examen de l'enfant. C'est une simple infection ORL, une simple angine qui a entraîné des vomissements. Dans ce cas-là, je traite l'infection ORL. Je mets l'enfant sous traitement symptomatique pour les vomissements et je le libère sans aucune exploration. Vous voyez, donc on n'indique pas toutes ces explorations comme ça dès la réception du patient. Non, on fait donc notre enquête étape par étape pour pouvoir explorer selon les signes d'orientation. Pour les résultats de notre enquête étiologique, on va les séparer en 3 entités différentes selon l'âge. Les vomissements du nouveau-né, les vomissements du nourrisson et les vomissements chez le grand enfant. Je commence par le nouveau-né. Le nouveau-né, quand il présente des vomissements, ils sont toujours pathologiques et nécessitent un diagnostic étiologique ou une prise en charge spécifique. On les sépare en 3 groupes, les vomissements alimentaires, les vomissements sanglants et les vomissements biliaires selon leur aspect. Le nouveau-né qui présente des vomissements avant toute prise alimentaire, on les appelle les pseudo-vomissements. Pensez d'emblée à une atrésie de l'œsophage, surtout en présence d'une hydramniose maternelle avec hypercélorie. Mettez en place une sonde nasogastrique radio-opaque et vous voyez donc sur la radio, vous trouvez cet enroulement de la sonde au niveau thoracique qui correspond à une atrésie de l'œsophage qui nécessite une prise en charge chirurgicale en urgence. Devant un nouveau-né qui présente des vomissements d'aspect alimentaire, dans cette situation, on prend en considération les données de l'examen clinique. Si on est devant un examen clinique qui nous paraît dans les limites de la normale, c'est-à-dire le nouveau-né présente un bon examen neurologique, un bon examen digestif, aucun autre signe associé. Dans cette situation, généralement, la cause est banale. Cherchez une erreur diététique, notamment en présence d'un allaitement artificiel. Vérifiez les modalités de préparation des biberons, la quantité, la quantité du lait donné, la concentration du lait et tout, et corriger les erreurs diététiques si elles sont là. Ça peut être une allergie aux protéines de lait de vache à son début, avant l'installation des troubles nutritionnels. Dans cette situation, généralement, on trouve des vomissements qui apparaîtront après un intervalle libre par rapport à la naissance, associant parfois des troubles du transit à type de diarrhée, et au moindre chez un nourrisson allaité artificiellement. Dans cette situation, complétée par les explorations nécessaires avant l'aggravation du tableau. Ça peut être aussi un reflux gastro-œsophagien qui est de loin la cause dominante des vomissements alimentaires chez le nouveau-né, qui s'exprime par des vomissements postprandiaux surtout précoces en petite quantité provoqués par le changement de position et qui généralement n'associent pas d'altération de la croissance du nourrisson, du nouveau-né. Ça c'est un RGO généralement bien toléré qui ne nécessite que des traitements
que des mesures hygiéno-diététiques et sans traitement médicamenteux. Parfois, le RGO il est mal toléré et on peut indiquer un traitement médicamenteux. La deuxième situation est celle des vomissements alimentaires avec un examen clinique pathologique, c'est-à-dire en plus au vomissement, on trouve d'autres signes associés, troubles neurologiques, hépatomégalie, troubles digestifs, altération de l'état général, etc. Dans cette situation, en fonction de l'orientation clinique, on aura l'orientation vers telle ou telle étiologie, citant l'infection bactérienne, donc infection materno-fœtale bactérienne chez le nouveau-né, qui s'exprime par des signes systémiques, parfois des signes de localisation de l'infection. En plus, en facteur de risque réuni à l'interrogatoire d'infection materno-fœtale, on complétera par un bilan à visée bactériologique avec des prélèvements centraux et périphériques pour confirmer le diagnostic et mettre le nouveau-né sous traitement antibiotique. Deuxième situation est celle de la détresse neurologique qui peut rentrer dans le cadre d'une anoxo-ischémie néonatale. Et dans cette situation-là, généralement, le contexte est évident. C'est un contexte de souffrance néonatale aiguë avec convulsions qui s'installent précocement associant ces vomissements. Troisième situation est celle de la sténose hypertrophique de Peyler qui se caractérise par des vomissements postprandiaux surtout tardifs qui s'installent après un intervalle libre par rapport à la naissance, qui sont de très grande quantité, associant un retentissement évolutif sur l'état nutritionnel du nouveau-né. Et dans cette situation, on indique l'échographie abdominale pour confirmer le diagnostic et prendre en charge chirurgicalement le nouveau-né. Quatrième situation, les vomissements peuvent être en rapport avec une maladie héréditaire du métabolisme. Ça peut concerner les maladies héréditaires touchant le métabolisme des glucides, notamment la galactosémie et la fructosémie congénitale. Dans cette situation, en plus aux troubles digestifs à type de vomissement, on peut avoir une hépatomégalie, des hypoglycémies récurrentes, voire des troubles neurologiques pour la fructosémie. Et au moindre doute, on complétera par les dosages enzymatiques nécessaires. Ça peut être aussi une hyperplasie congénitale des surrénales devant toute ambiguïté sexuelle chez le nouveau-né de sexe féminin associant vomissement. Il faut demander le dosage de la 17-hydroxyprogestérone afin de confirmer le diagnostic d'un bloc en 21-hydroxylase. Parfois, chez le garçon, en absence de signes de virilisation du sexe masculin avec vomissement, donc tout vomissement chronique chez le nouveau-né de sexe masculin aussi nécessite la pratique d'un bilan hormonal afin d'éliminer le diagnostic d'une hyperplasie congénitale des surrénales. La deuxième situation qu'on peut rencontrer chez le nouveau-né, c'est celle des vomissements sanglants, donc qui contiennent du sang, voire hématémèse. Dans cette situation-là, c'est en fonction de l'examen clinique. Si l'examen clinique du nouveau-né est tout à fait normal, un bon état général, un bon statut neurologique, aucun autre signe associé, on pense à la maladie hémorragique du nouveau-né, surtout dans sa forme classique qui s'exprime par des hématémèses et qu'on confirme par la pratique du taux de prothrombine qu'on trouvera diminué. Et on doit la traiter par la supplémentation en vitamine K. Ça peut être une œsophagite peptique, surtout chez un nouveau-né qui présente comme signe clinique la notion des vomissements chroniques en rapport avec un reflux gastro-œsophagien. Et dans ce cas-là, ce sont les cris incessants durant la prise des biberons ou durant la tétée qui nous orientent vers ce type de complications. Et on confirme cette complication par la fibroscopie digestive haute et on la traite par d'un inhibiteur de la pompe à proton. Ça peut être aussi une déglutition des sangs d'origine maternelle en présence des crevasses au niveau des mamelons. En présence d'un examen clinique pathologique, donc nouveau-né gravement malade, les hématémèses représentent un critère de gravité parce que ça reflète l'installation d'une CIVD parfois. Parfois, c'est un signe d'un sepsis grave et parfois, c'est un signe qui reflète la présence d'un ulcère de stress comme complication d'une infection sévère ou bien d'une autre pathologie grave chez le nouveau-né en dehors de l'infection. La troisième situation chez le nouveau-né est celle des vomissements bilieux qui représente un signe évocateur d'une urgence chirurgicale chez le nouveau-né qui pourrait être en rapport avec une sténose duodénale qui s'exprime à l'aspect par l'image de double ponchère gastrique qui représente une malformation digestive fréquente surtout chez le nouveau-né trisomique. Ça peut être aussi une sténose grillico-colique qui s'exprime radiologiquement par un tableau radiologique d'occlusion intestinale aiguë du nouveau-né.
Pour les vomissements chez le nourrisson, j'aborde premièrement les vomissements aigus. Devant un nourrisson qui présente des vomissements aigus, la pathologie en cause pourrait être digestive ou extra-digestive. Je commence par les pathologies digestives qui sont de loin fréquentes, dominées par les causes infectieuses, notamment un type de gastro-entérite aiguë qui associe généralement une douleur abdominale, diarrhée avec une fièvre. Cette gastro-entérite peut être d'origine virale, bactérienne ou parasitaire. Les causes non infectieuses, donc en présence des vomissements, sans diarrhée, sans fièvre, pensez aux erreurs diététiques, un type de suralimentation, sous-alimentation du nourrisson, mais en présence des vomissements associés à un tableau d'abdomen chirurgical aigu, notamment un abdomen sensible, des cris incessants chez le nourrisson, pensez à une origine chirurgicale qui doit être éliminée dès le début. Citons l'invagination intestinale aiguë, dans l'urgence chirurgicale la plus fréquente chez le nourrisson, se caractérise par son polymorphisme clinique. Elle associe parfois uniquement des cris incessants plus vomissements chez le nourrisson. Parfois, ce sont des vomissements avec rectorragie et pour cette raison, devant tout vomissement avec cris incessants inexpliqués chez le nourrisson, l'échographie abdominale est systématique. Pensez aussi au syndrome occlusif. Généralement, le diagnostic est le plus évident. Il y a l'abdomen qui est contracté et la radiographie de l'abdomen sans préparation qui objective des niveaux hydroaériques. Pensez à l'étranglement herniaire, surtout chez un nourrisson qui rapporte la notion d'une hernie. Donc, examinez l'orifice, notamment l'étranglement d'une hernie inguinale. La torsion testiculaire chez les garçons, il faut toujours compléter l'examen clinique par l'examen des organes génitaux externes et la palpation des testicules. Pour les causes parentérales, sont représentées par les causes infectieuses qui sont de loin aussi les plus fréquentes. En présence des vomissements plus fièvre, donc à l'examen, on cherche une infection digestive ou extra-digestive. Citons les infections ORL, pulmonaires, urinaires surtout. L'infection urinaire chez le nourrisson associe souvent des troubles digestifs. Parfois, ce sont des vomissements récurrents avec une diarrhée qui nous amène à chercher une infection urinaire. Une infection que se caractérise par des vomissements avec une hypotonie. Chez le nourrisson, on ne trouve pas de syndrome méningé typique, une infection hépatique à type d'hépatite virale aiguë, etc. Parfois, c'est une cause toxique en absence de la fièvre. Pensez aux intoxications. En cas de vomissement aigu inexpliqué, il faut toujours pousser votre interrogatoire et chercher la notion d'une prise médicamenteuse. C'est en aspirine, la théophiline, l'hypervitaminose D, etc. Ou bien une intoxication non médicamenteuse, notamment les produits ménagers. Faites attention à l'ingestion de caustiques. Les causes métaboliques représentent aussi une étiologie non négligeable, notamment le diabète du nourrisson qui s'exprime par vomissement évoluant rapidement vers un état de déshydratation qui est en rapport avec les pertes urinaires associées. Attention, en cas de vomissement compliqué d'une déshydratation avec duresse conservée, pensez au diabète du nourrisson. Généralement, les nourrissons viennent à un stade tardif de l'évolution vu la méconnaissance des signes et vu le manque de dépistage du diabète chez nos nourrissons devant des troubles digestifs mineurs. Pensez aussi à l'insuffisance surrénale aiguë devant surtout une mélanodermie associée. En conclusion, en ce qui concerne les vomissements aigus chez le nourrisson, le plus important en pratique courante, c'est d'éliminer rapidement une urgence chirurgicale, ne pas passer à côté d'une urgence chirurgicale et surtout l'invagination intestinale aiguë chez le nourrisson, et ne pas passer à côté d'une urgence médicale. L'examen clinique doit être minutieux, au moindre doute complété par les explorations paracliniques afin d'éliminer une éventuelle urgence. Pour le reste, ce sont des pathologies banales qui nécessitent souvent une prise en charge bien adaptée, une antibiothérapie souvent pour les causes infectieuses. Pour la deuxième situation clinique, des vomissements chroniques chez le nourrisson qui se définissent par une évolution qui dépasse les 15 jours. Ce sont des vomissements récurrents qui peuvent retentir sur l'état nutritionnel du nourrisson sur sa croissance et qui nécessitent systématiquement une exploration. Ces vomissements chroniques peuvent être d'origine extra-digestive ou parentérale ou bien digestive ou entérale. Je commence par les causes parentérales. Par un examen clinique minutieux et un interrogatoire détaillé, on doit éliminer toute pathologie
pathologie parentérale en cause, citant une infection traînante mal prise en charge, notamment infection urinaire, une infection ORL chronique ou bien une origine non infectieuse, notamment l'insuffisance rénale chronique devant tout nourrisson qui présente un retard de croissance plus vomissement chronique, le bilan rénal est systématique, une encéphalopathie en présence des troubles neurologiques associés, notamment encéphalopathie convulsivante, une cardiopathie sous-jacente, etc. Je pense aussi à une origine métabolique, hyperplasie congénitale des surrénales, une aminoacidopathie, porphyrie, galactosémie, fructosémie congénitale, toutes ces pathologies associées à un examen clinique très pathologique avec des signes d'appel. Les causes psychoaffectives, dans cette situation, on trouve des vomissements isolés avec une anorexie chez le nourrisson qui est en rapport avec un conflit mère-enfant qui représente un diagnostic d'élimination. En absence de signes d'orientation vers une pathologie parentérale sous-jacente, les causes les plus fréquentes sont les causes entérales, citant l'origine chirurgicale, notamment sténose hypertrophique de pylore. Dans cette situation, l'examen clinique aussi est évocateur. On trouve un état nutritionnel très dégradé, un abdomen qui est plat, associant une constipation, plus vomissement chronique. De très grande quantité, le diagnostic est confirmé par l'échographie et ça représente généralement un stade de retard diagnostique. La maladie d'Hirschsprung, qui est en rapport avec un défaut de l'innervation colique d'origine congénitale, s'exprime par une constipation opiniâtre, un ballonnement abdominal, des syndromes subocclusifs associant des vomissements chroniques chez le nourrisson. Les causes non chirurgicales qui sont de loin les plus fréquentes, qui associent généralement un examen clinique dans les limites de la normale, notamment dans le reflux gastro-œsophagien et parfois il y a un retentissement nutritionnel en cas de RGO massif. On a la PLV, l'allergie aux protéines de lait de vache peut se retentir sur l'état nutritionnel, surtout dans sa forme chronique. Il y a l'intolérance au gluten ou maladie cœliaque. Vous avez aussi les anomalies fonctionnelles gastriques et intestinales qui sont rares. Donc, devant un nourrisson qui présente des vomissements chroniques, examinez-le bien et cherchez les signes d'appel en faveur d'une origine parentérale. En présence des signes d'appel, complétez les explorations selon l'étiologie suspectée. En absence de signes d'orientation, il y a quelques bilans à faire systématiquement. Citant le bilan rénal, il faut éliminer une insuffisance rénale chronique évolutive. Il faut éliminer une intolérance aux protéines de lait de vache chez les jeunes nourrissons de moins de 6 mois qui sont allaités artificiellement. Il faut éliminer une maladie cœliaque chez les nourrissons âgés de plus de 6 mois. Il faut éliminer une origine infectieuse. Chez le grand enfant, on peut être devant des vomissements aigus ou chroniques. Pour les vomissements aigus, la cause des vomissements aigus peut être en rapport avec une pathologie qui touche l'appareil digestif ou bien une pathologie extra-digestive. Je commence par les causes entérales ou bien digestives. Dans cette situation, ça pourrait être en rapport avec une gastroentérite aiguë ou une toxi-infection alimentaire. Et dans cette situation, l'enfant présente en plus au vomissement des douleurs abdominales avec un abdomen souple et syndrome diarrhéique aiguë associant une fièvre, soit d'origine non infectieuse. Dans ce cas-là, ce sont les urgences chirurgicales de l'enfant, notamment l'appendicite aiguë, la péritonite, syndrome occlusif aigu, une hernie étranglée, invagination intestinale aiguë, etc. Et souvent, le tableau il est évident. À l'examen clinique, on trouve un abdomen sensible avec des signes d'appel évidents et on confirmera rapidement par le bilan radiologique. Pour les causes parentérales, sont de loin très fréquentes et nécessitent un examen clinique minutieux afin de chercher les signes d'orientation. Ça peut être en rapport avec une infection parentérale, ORL, pneumonie, une hépatite virale aiguë, méningite, etc. Ça pourrait être en rapport avec une origine non infectieuse, citant des causes toxiques, notamment médicamenteuses. Il faut faire un bon interrogatoire. Les causes neurologiques, notamment hypertension intracrânienne, qui peut être en rapport avec une infection méningoencéphalite ou bien en rapport avec un hématome pseudural post-traumatique. Donc, pour cette raison, chercher la notion de trauma crânien. Ça peut être d'origine rénale en rapport avec une insuffisance rénale aiguë qui peut rentrer dans le cadre d'une glomérulonéphrite aiguë. Pour cette raison, il faut vérifier la tension artérielle chez l'enfant. Ça peut être d'origine métabolique. Pensez au diabète devant tout enfant qui présente des vomissements aigus avec un état de déshydratation et surtout odeur acétonimique de la laine. Et posez la question sur
Le syndrome, la présence ou non de syndrome polyuropolydipsique, ça peut être aussi une hypercalcémie, surtout pour un cas de vomissement récurrent, une insuffisance urinalienne aiguë, un syndrome de Rey, etc. De toute façon, chez le grand enfant, il faut éliminer dès la réception de l'enfant une éventuelle urgence médicale ou chirurgicale, c'est comme pour le nourrisson, afin de ne pas passer à côté vu la gravité des choses. Et pour le reste des pathologies, pour la majorité, ce sont des pathologies à traiter en ambulatoire. Pour la composante des vomissements chroniques chez le grand enfant, ils doivent être explorés systématiquement afin de chercher l'étiologie en cause qui pourrait être parentérale ou entérale. Je commence par les causes parentérales, citons les causes neurologiques, notamment l'épilepsie, la migraine du grand enfant, citons les causes rénales, notamment l'insuffisance rénale chronique, surtout en présence d'un retard de croissance ou bien d'infections urinaires à répétition, etc. Les vomissements acétonémiques qu'on voit chez les nourrissons et les petits enfants de 2 jusqu'à l'âge de 10 ans, pouvant survenir en cas d'infection rhinopharyngée, en cas d'écart diététique à type d'excès de graisse ou de jeûne, et s'expriment par des vomissements incoercibles associant une acétonémie, une acétonurie massive avec dysrégulation glycémique qui évolue favorablement après quelques jours, après réhydratation et correction de la glycémie et traitement du facteur causal. Et les causes psychoaffectives qui restent un diagnostic d'élimination. Pour les causes entérales, le RGO chez le grand enfant est surtout secondaire à la présence d'une hernie hiatale et doit être exploré par la pratique d'un bilan radiologique. La maladie cœliaque est une cause aussi non négligeable des vomissements chroniques chez le grand enfant, mais elle associe d'autres signes. Mais ça reste, les formes post-symptomatiques sont de loin plus fréquentes par rapport aux formes classiques. L'ulcère gastro-duodénal ou bien une gastrite, et pour cette raison, la fibroscopie digestive haute est largement indiquée devant les vomissements chroniques chez le grand enfant, malrotation digestive, une parasitose intestinale, etc. Je passe au chapitre prise en charge des vomissements. Les buts de traitement sont d'arrêter les vomissements parce que ça soulage l'enfant et de prévenir et traiter les complications, mais surtout de traiter l'étiologie des vomissements. Pour les armes thérapeutiques sont représentées par les mesures hygiénodiététiques, les traitements anti-émétiques, antisécrétoires, antiacides, antispasmodiques, antibiotiques, chirurgie, etc. Vous voyez, les armes thérapeutiques sont vraiment multiples et sont dépendants de l'étiologie des vomissements. Pour les indications thérapeutiques, je commence par le traitement symptomatique. Le but du traitement symptomatique, c'est de soulager l'enfant et d'améliorer sa qualité de vie et d'éviter donc l'installation des complications et surtout lui permettre la reprise de son alimentation. Bien sûr, le traitement médical est indiqué en dehors de toute urgence chirurgicale ou intoxication qui nécessite une prise en charge spécifique. Citons les antiémétiques qu'on utilise en pédiatrie, dompéridone ou motilium à raison de 1 à 2 mg par kilo par jour à répartir en 3 prises un quart d'heure avant les repas. Métopémazine ou Vogalène 1 mg par kilo par jour. Antisécrétoire épépite, citons l'oméprazole à raison de 1 mg par kilo par jour. Ou bien la ranitidine comme antihistaminique à raison dans le RGO compliqué, dans l'ulcère gastro-duodénal et dans la gastrite. Les mesures hygiénodiététiques pour le reflux gastro-œsophagien à type de fractionnement de repas et le réépaississement ou bien prescription d'un lait anti-régurgitation. Mesures posturales aussi pour le RGO en gardant le nourrisson pendant 15 minutes en position verticale après les repas ou bien position au coucher, donc en décubitus latéral gauche, tête sur le côté en dorsale avec surélevation de 30 à 40 degrés. Le deuxième volet thérapeutique est la prise en charge des complications si elles sont là, en corrigeant les troubles hydroélectrolytiques par un schéma de réhydratation en présence d'une déshydratation, correction d'une hypocalémie, surtout en cas de vomissement chronique, traitement des manifestations respiratoires par une kinésithérapie, une antibiothérapie si nécessité en fonction du bilan inflammatoire de la radiographie du thorax, prise en charge de l'état de malnutrition protéino-énergétique par une réalimentation en augmentant de plus en plus l'apport énergétique et l'apport en protéines avec surveillance du gain pondéral, correction d'une anémie si elle est là, etc.
Le dernier volet thérapeutique est le traitement étiologique qui représente le traitement spécifique de toute étiologie des vomissements. C'est un traitement chirurgical en cas d'indication chirurgicale, par exemple silence hypertrophique du pilar, pylorotomie longitudinale extramuqueuse, silence duodénal, c'est l'indication d'une section anastomose termino-terminale, une invagination intestinale aiguë nécessite une désinvagination, une péritonite nécessite un lavage péritonéal plus traitement de l'étiologie, l'hernie étranglée nécessite la chirurgie, etc. Ou bien traitement médical pour une cause médicale. RGO nécessite un traitement médical bien conduit. En cas d'échec, on indique une chirurgie en fonction, bien sûr, des résultats des explorations, surtout pour le RGO qui est secondaire à une hernie hiatale ou bien RGO chez l'enfant encéphalopathe, etc. En cas d'intoxication, donc c'est la suppression des toxiques et l'arrêt des médicaments en cause. En cas d'intolérance alimentaire, c'est le régime diététique adapté de l'intolérance au gluten, APLV, régime sans protéines bovines, etc. C'est l'antibiothérapie en cas d'origine infectieuse qui est aussi très fréquente et c'est parfois la prévention devant les erreurs diététiques, surtout chez les jeunes nourrissons concernant les modalités de préparation des biberons, la concentration de lait, la quantité et tout. Et ça nécessite une bonne éducation maternelle concernant la diététique du nourrisson. En conclusion, donc les vomissements en pédiatrie représentent un motif très fréquent de consultation qui peut être révélateur parfois d'affections graves dont les étiologies peuvent varier de la simple pathologie bénigne à l'extrême urgence médicale ou chirurgicale qui peut mettre en jeu le pronostic vital de l'enfant. C'est pour ça qu'on doit le prendre au sérieux au niveau des urgences. On doit suivre les étapes de l'enquête étiologique afin de trouver l'étiologie des vomissements et de la prendre en charge correctement par un traitement spécifique. Et chose très importante, il faut toujours éviter toute prescription d'un traitement symptomatique pour l'enfant, juste pour le soulager avant la recherche étiologique. Je dois d'abord trouver l'étiologie des vomissements, puis je pourrai prescrire un traitement médical symptomatique pour le soulager. Attention au piège diagnostique, il faut toujours éliminer d'abord une urgence chirurgicale ou médicale avant de retenir une autre étiologie. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, essayez de les envoyer et je vais vous répondre la prochaine fois. À très bientôt. Le dernier volet thérapeutique est le traitement étiologique qui représente le traitement spécifique de toute étiologie des vomissements. C'est un traitement chirurgical en cas d'indication chirurgicale, par exemple silence hypertrophique du pilar, pylorotomie longitudinale extramuqueuse, silence duodénal, c'est l'indication d'une section anastomose termino-terminale, une invagination intestinale aiguë nécessite une désinvagination, une péritonite nécessite un lavage péritonéal plus traitement de l'étiologie, l'hernie étranglée nécessite la chirurgie, etc. Ou bien traitement médical pour une cause médicale. RGO nécessite un traitement médical bien conduit. En cas d'échec, on indique une chirurgie en fonction, bien sûr, des résultats des explorations, surtout pour le RGO qui est secondaire à une hernie hiatale ou bien RGO chez l'enfant encéphalopathe, etc. En cas d'intoxication, donc c'est la suppression des toxiques et l'arrêt des médicaments en cause. En cas d'intolérance alimentaire, c'est le régime diététique adapté de l'intolérance au gluten, APLV, régime sans protéines bovines, etc. C'est l'antibiothérapie en cas d'origine infectieuse qui est aussi très fréquente et c'est parfois la prévention devant les erreurs diététiques, surtout chez les jeunes nourrissons concernant les modalités de préparation des biberons, la concentration de lait, la quantité et tout. Et ça nécessite une bonne éducation maternelle concernant la diététique du nourrisson.
En conclusion, donc les vomissements en pédiatrie représentent un motif très fréquent de consultation qui peut être révélateur parfois d'affections graves dont les étiologies peuvent varier de la simple pathologie bénigne à l'extrême urgence médicale ou chirurgicale qui peut mettre en jeu le pronostic vital de l'enfant. C'est pour ça qu'on doit le prendre au sérieux au niveau des urgences. On doit suivre les étapes de l'enquête étiologique afin de trouver l'étiologie des vomissements et de la prendre en charge correctement par un traitement spécifique. Et chose très importante, il faut toujours éviter toute prescription d'un traitement symptomatique pour l'enfant, juste pour le soulager avant la recherche étiologique. Je dois d'abord trouver l'étiologie des vomissements, puis je pourrai prescrire un traitement médical symptomatique pour le soulager. Attention au piège diagnostique, il faut toujours éliminer d'abord une urgence chirurgicale ou médicale avant de retenir une autre étiologie. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, essayez de les envoyer et je vais vous répondre la prochaine fois. À très bientôt.